n'appartenant à aucune croyance, n'ayant prêté serment à aucun pays, ayant à son mât renversé le drapeau noir de l'immoraliste et devant lui l'inconnu sacré, l'éternelle incertitude dont il se sent démoniaquement le frère, il apparaît continuellement pour de nouvelles et périlleuses traversées. Le glaive au poing, le tonneau de poudre à ses pieds, il éloigne son navire du rivage et solitaire dans tous les dangers. Il se chante à lui-même pour se glorifier, son magnifique chant de pirate, son chant de la flamme, son chant du destin. Naumbourg, Allemagne, 1896. Rücken, Allemagne, 1844. Juillet 1849. Et papa a pris Joseph dans ses bras, puis il l'a emporté avec lui dans sa tombe. Mais c'est horrible ce que tu me racontes, c'est affreux. N'y pense plus, c'est un mauvais rêve, un vilain cauchemar. Allons plutôt jouer dans le jardin. Oui, maman. 4 janvier 1850. 1851. Mais dépêche-toi donc. Mais on nous a dit à l'école qu'il ne fallait jamais courir en rentrant chez nous. Pas quand il pleut, Nigo. Pas quand il pleut. Il faut te protéger de la pluie. Fortin, 1853. T'as entendu ce matin en cours l'histoire de Mucius Saevola? T'y crois que quelqu'un puisse mettre sa main dans le feu pour montrer à ses ennemis qu'il n'a pas peur de la mort et de ce qu'ils pourront lui faire? Non, pas du tout. C'est un truc pour montrer l'idéal romain et tout. Mais l'idéal, ça n'existe pas. J'y crois pas non plus, c'est trop beau pour être vrai. Moi, j'y crois. Comment ça, tu y crois? C'est une fable, rien d'autre. Non, ce n'est pas une fable. Les Romains n'aimaient pas les fables. Ils aimaient l'héroïsme, et puis la grandeur d'âme. J'y crois, moi. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Ça ne va pas, non? Mon pauvre Nietzsche, vous n'avez donc rien dans la tête. Épatant, non? Maman, je ne voudrais pas te faire de la peine, mais j'ai bien réfléchi et je crois que je ne serai pas pasteur. Qu'est-ce que tu me racontes là? Dans la famille, les hommes sont pasteurs de père en fils, tu ne vas tout de même pas changer l'ordre des choses. Mais, ôte-moi d'un doute, crois-tu toujours en Dieu? Oui, bien sûr, je crois en Dieu, le problème n'est pas là. Où est-il alors? Je préférais être compositeur. Mais compositeur, ce n'est pas un métier, allons, sois pasteur, mon garçon. Rien ne t'empêchera de composer de la musique et d'en jouer en plus de ta charge. Continue tes études de théologie, tu n'auras pas à le regretter. Et puis, ça ferait tellement plaisir à ton père, lui qui nous voit de là-haut. Beaune, 1868. Tu prends une bière, Frédéric? Non, merci. Tu n'es pas drôle.
Que penses-tu de la tradition des duels dans les universités? Je ne suis pas contre. Pourquoi? Pas pour non plus. Je n'y vois aucun inconvénient. Pourquoi me demandes-tu cela? Parce que j'y trouve de l'honneur et du panache, de la grandeur, un peu de la hauteur d'âme des Romains. Le duel n'est pas affaire de vengeance ni de mort, c'est la signature d'un genre de noblesse, une façon de faire son entrée dans le monde. Et alors? Alors j'aimerais bien un duel, et qu'il m'oppose à toi. Et pourquoi moi? Parce que je t'ai choisi, pour tes qualités, parce que je te porte de l'affection et de l'estime. Donc on a dit au premier sang. C'est ça, la première goutte de sang versée, on arrête. Tu es prêt? Oui. Alors en garde. Merci. Merci vraiment, cher ami. Pas de quoi, ce fut un réel plaisir. Cologne. Pardonnez-moi, je cherche un endroit pour dîner. Juste en bas à gauche, vous descendez et c'est la première porte. Vous verrez, le lieu est éclairé par une lanterne rouge. Tu te rends compte, 11 jours presque sans manger et sans dormir. Je lisais sans discontinuer et plus j'avançais, plus mon admiration augmentait. 1000 pages. Ma vie s'en trouve changée, je te jure. Même pendant mon sommeil, les idées de Schopenhauer dansaient dans ma tête sans que je sache si je lisais encore ou si je dormais. En même temps, je composais un kyrie pour empêcher l'enthousiasme de me ravager. Qu'a-t-il de si formidable, ton philosophe, pour te mettre dans un état pareil? Schopenhauer n'a rien à faire du bonheur, qu'il sacrifie à la vérité. Voilà tout le mystère. Pourquoi diable faudrait-il choisir entre l'un et l'autre? Pourquoi ne serait-il pas la même chose? Sûrement pas. La vérité, c'est une histoire de métaphysique, le bonheur une affaire de morale. Et la vérité de ce bon Schopenhauer, quelle est-elle? Tout est dans le titre. Le monde comme volonté et comme représentation. Autrement dit, ce monde-ci, enfin le monde, le réel, c'est purement et simplement le vouloir. Le vouloir, la volonté. Une puissance aveugle qui parcourt tout. De la feuille de cet arbre à l'organisation des planètes dans le cosmos, en passant par toi et moi. Nous ne sommes que cette force aveugle à laquelle nous obéissons. Pas de liberté de la nécessité, pas de libre choix du déterminisme. Avec une pensée pareille, nous voilà libérés de tout ce que la morale chrétienne fait peser sur nous depuis plus de 1000 ans. Tu n'exagères pas un peu? Non, pas du tout, Erwin, je te jure. Par exemple, quand il parle de l'amour, il nous dit que ça n'existe pas. Enfin, du moins que ce que nous prenons pour de l'amour, ce n'est rien d'autre qu'une ruse de la nature qui poursuit ses fins. Rien d'autre que la propagation de l'espèce. On croit librement aimer, mais il n'existe pas de mystère amoureux, tout juste des lois naturelles. Nous sommes le jouet de l'espèce, et Schopenhauer nous explique où, quand, comment et pourquoi. Si tout ça était vrai, ce serait désespérant. C'est désespérant, et tant mieux, car c'est l'espoir qui est à l'origine de toutes nos déceptions. Le désir ne tient jamais ses promesses. En nous livrant la vérité, Schopenhauer finit par nous donner une recette pour ne pas souffrir. À sa manière, il nous dit comment être heureux. Tu vois que vérité et bonheur ne sont pas forcément opposés, Frédéric. Ce qui me sidère, c'est qu'il y a 6 ans, Schopenhauer vivait encore. Tu imagines qu'il soit encore vivant? Eh bien, ce serait une joie sans nom de lui poser des questions. C'est presque un père pour moi. Avec lui, je trouve enfin un socle sous mes pas mal assuré. Un sol solide. Une terre. Chez les Wagner à Tripien, Suisse, 1870. Alors, mon cher Nietzsche, comment allez-vous depuis notre rencontre à Leipzig l'an dernier? Du nouveau depuis, des projets, des livres en cours? Racontez-moi, ça m'intéresse. Oui, du nouveau. J'ai été nommé professeur de philologie à l'université de Bâle. Bien nommé d'ailleurs, car je n'avais même pas soutenu ma thèse que j'étais déjà prié de prendre mon poste. Bravo, car dites-moi, vous êtes encore jeune. Quel âge avez-vous? 24 ans. Seulement? Alors bravo, vraiment. Vous savez, un professeur de plus, il n'y a pas de quoi pavoiser. J'ajoute mon nom à la cohorte de gens qui rabâchent à l'université.
Je n'ai guère envie de me réjouir à l'idée de cette carrière de Philistin qui s'ouvre à moi. Grossir le troupeau des professeurs, on a connu meilleur destin. Mais il faut bien vivre, et puis, passer directement du statut d'étudiant à celui de professeur, voilà qui ne manque pas de sel. En parlant de sel, vous êtes toujours végétarien. Ma chère, a-t-on fait le nécessaire en cuisine? Oui, bien sûr. Et pour quelle raison diable se priver de viande? Oh, pour aller vite, disons que je suis un disciple de Plutarque qui aurait lu Schopenhauer. Ah, Schopenhauer, vous l'avez lu? Oui, je l'ai même dévoré et je m'en suis rendu malade, tant c'est un alcool fort. Nous pouvons envisager le salut de notre peuple et de notre culture avec une pareille pensée, mon cher Nietzsche. À charge pour nous, les créateurs, de prolonger ces idées de génie. Et vous, comment allez-vous vous atteler à cette tâche sublime? Je ne sais pas encore, je n'y ai pas vraiment réfléchi. Je pense que nous devons demander à la musique d'accomplir cette tâche et pourquoi pas dans l'esprit de la tragédie grecque. Il faudra que nous parlions de tout ça sérieusement. Plus tard, mes chers amis, regardez vos montres. Il est tout juste minuit. Montaigne, quelle belle idée. Vous l'avez lu? Non, pas encore, mais je vais m'y mettre dès ce soir. Bâle, Suisse, 1873. Bonjour, je suis donc, comme vous le savez, le professeur Nietzsche. Cette année, je consacrerai mon cours de philologie à la rhétorique des Grecs et des Romains. 2 élèves. Tu te rends compte, seulement 2 élèves? Je ne peux pas me permettre de faire courir ce risque à cette petite université. Ne pense pas à ça. Tout de même, tu crois qu'on m'évite à cause de la publication de ma naissance de la tragédie? Oui, peut-être. C'est probablement ça. Les Wagner ont aimé, tu sais bien, et ils me l'ont grandement fait savoir. Ils l'ont beaucoup dit aussi. Oui, justement. Justement quoi? Les professeurs d'université n'aiment pas les pensées libres. Ton usage de la philologie à des fins, disons contemporaines, la musique de Wagner, la culture à venir, voilà qui fâche les habitués des problèmes de thème latin. Et puis, détail aggravant, tu as eu un certain succès. En dehors de leur petit cercle, en plus, ils ne te le pardonneront pas. Que puis-je faire pour inverser le cours de tout cela? Rien, je le crains. On te trouve trop lyrique et pas assez scientifique. Disons-le autrement, c'est trop bien écrit, c'est enflammé, pas assez sinistre. Ton livre était un suicide universitaire. Ils ont tout fait pour dissuader les élèves de s'inscrire à ton cours. Alors que faire? Rien, fait ton cours, peu importe le nombre d'élèves, ne les compte pas. Fais bien ce que tu as à faire. Quand on est grison, Suisse. Tu vois, Elisabeth, j'ai envie d'une communauté philosophique, avec quelques amis. Une université libre dans laquelle s'éduqueraient des éducateurs. Chacun travaillerait dans son coin, mais tous mettraient en commun le fruit de leur trouvaille. Puis ils s'en iraient porter cette pensée inédite. Il y a longtemps que tu penses à cela? 5 ans, peut-être plus. Et où en es-tu concrètement? J'ai mis quelques économies de côté, mais elles ne sont pas bien grosses, vu mon salaire. Mais si l'on se lançait dans l'aventure, on pourrait ouvrir une souscription, non? Bonne idée. Je pourrais aussi demander des droits d'auteur à verser sur mes livres futurs. Un éditeur pourrait me donner d'un coup une grosse somme. N'y compte pas, les éditeurs sont des marchands de papier, pas des philanthropes. Oui, tu as probablement raison. Elle est belle cette maison, non? Oui, juste ce qu'il faut. Ni trop grande, ni trop petite. Ce cloître est la seule solution pour répondre aux enjeux de notre avenir. Si l'on veut résoudre le problème de la civilisation de demain, cela passera par la création de petites communautés. Et grâce à leur essaimage, elles seront les vecteurs de l'éducation du monde à venir. Bonjour, monsieur. Bonjour, messieurs, dames, je peux vous renseigner? Oui, mon frère et moi, nous avons vu que cette maison était à vendre. On peut la visiter? Ça peut toujours se faire. Suivez-moi. Merci, on va se renseigner sur le prix. Ça serait parfait, on y causerait beaucoup, on lirait un peu, on écrirait à peine. Je crois que Platon et ses disciples faisaient ainsi. Nous pourrions refaire l'académie, tu pourrais tenir la maison, non? Je suis sûr que tu ferais ça très bien. Pourquoi pas? Magnifique projet, tu ne trouves pas, Elisabeth? Oui. Prenons rendez-vous avec le notaire. Bâle, février 1875. Elle a pris contact avec les propriétaires, mais le jardinier les a dissuadés de donner suite. Il ne nous a pas pris au sérieux. J'ai fait la guerre de 1870 comme brancardier, j'ai vu des morts sur les champs de bataille. L'Allemagne a gagné la guerre, elle l'a donc perdue. Sur le terrain des idées, elle a perdu. Être vainqueur est une malédiction. Cela crée des droits, pas des devoirs. L'Allemagne n'a rien compris. C'est à nous de résoudre ce problème. Mais Frédéric, crois-tu que nous pourrions quelque chose à tout ça? Le nihilisme est tellement profond. Nous partons de tellement loin. Oui, je crois. Je crains que Franz ait raison. Quel poids pèseront tes petites communautés? Et comment pourrait-elle agir? Comment t'y prendras-tu?
Comme chez nos anciens Grecs. Les philosophes assemblés produisaient des effets. Ces communautés permettaient d'inventer et d'expérimenter de nouvelles possibilités d'existence. La vie philosophique, voilà le génie de la pensée antique. Elle donnait l'exemple, montrait la voie. Les révolutions radicales se font en silence, par capillarité. Cette vieille intelligence antique, redevenue neuve, peut embraser l'Europe nouvelle. Tu vises la révolution de l'Europe? Oui, au moins. On ne dira pas que tu fais dans la demi-mesure ni dans le désespoir. Pensez à Épicure et son jardin. Il nous faut le reconstruire, trouvons le lieu et la formule. Moi, je ne crois pas à cette solution collective. D'ailleurs, j'ai une chose importante à vous dire à tous les deux. Je n'en ai rien dit à personne encore. Je quitte le protestantisme. Je le quitte pour embrasser la foi catholique et ses ordres. Non, tu rigoles. Pas toi. Pas du tout, je suis très sérieux, au contraire. Fini les concerts, Wagner, les femmes, les tavernes et la poésie. Je ne te crois pas. Tu vois, je te comprends, et je te suis sur un point. Il nous faut régénérer par l'esprit, par la spiritualité. Mais pas la spiritualité catholique, Heinrich. Tu fais fausse route. Que peux-tu attendre du christianisme, cette maladie qui nous invite au suicide lent, qui veut que nous mourions de notre vivant sous prétexte que nous en mourrons mieux le jour dit? Que peux-tu attendre de cette religion qui vénère un cadavre crucifié, de cette religion qui fait vertu des vices du renoncement au corps, à la chair, au plaisir de la vie? Il n'y a pas d'arrière-monde, pas de ciel, pas d'enfer, pas de paradis, pas de Dieu, pas de diable. Tu ne peux pas dire ça. Comment ça, je ne peux pas dire ça? Mais je ne peux dire que ça, parce que c'est la vérité. Non, ma décision est prise, je n'y reviendrai pas. Tu as raison, il faut dépasser le nihilisme de notre époque, par une spiritualité forte. Le christianisme, tu plaisantes. Par la spiritualité chrétienne, si, justement. Par l'ascèse personnelle. Il y a une épidémie de conversion au catholicisme ces temps-ci en Allemagne. Réfléchis avant de succomber toi aussi à cette maladie de l'époque. Réfléchis, Heinrich. Je t'en conjure. Non, ce n'est pas par mode, tu penses bien. Mais c'est ma faute. Je n'ai rien vu venir alors que tu es notre ami. C'est ma faute parce que je t'ai conduit sur la voie du pessimisme en t'invitant à lire Schopenhauer, et que le pessimisme conduit vers ce genre de suicide intellectuel. Non, Frédéric, ne t'inquiète pas, tu n'y es pour rien. Schopenhauer non plus. Personne n'est responsable ou coupable, car ce n'est pas une faute de trouver sa voie. Je vais le payer, je le sais. Mais c'est inéluctable. Je partirai à la date indiquée.